Alors là, je suis désolé, on est le 26 décembre, après Noël. Je veux pas être trop dépressiogène, mais les gars, ça va durer très longtemps, cette histoire de COVID. Je vous l'annonce tout de suite. Le COVID-19 sera avec nous pour les 10 prochaines années, prévient le chef des vaccins. Le chef des vaccins. Un article de Yahoo News. Donc, là, c'est pas jeanconspi.com. C'est pas les Anunnaki nous préparent, je sais pas trop quoi, la puce de Satan 666.org. C'est Yahoo News. C'est pas un grand journal. C'est la presse mainstream, la presse, de masse. Le COVID-19, d'ailleurs, c'est la COVID-19 selon l'Académie française. Mais enfin bref, ça va, on va leur pardonner. COVID-19 pourrait encore provoquer des épidémies dans 10 ans, a déclaré le créateur du premier vaccin approuvé au monde. Ugur Sahin, directeur général de la société allemande BioNTech, s'est associé à la société pharmaceutique américaine Pfizer et a mis moins d'1 an à faire approuver un vaccin. Un vaccin qui, entre parenthèses, là, c'est pas l'article qui dit ça, c'est moi, qui est plutôt une thérapie génique qui n'a jamais été testée. Donc, c'est pas vraiment un vaccin. Environ 1,5 million de doses du vaccin ont déjà été administrées au Royaume-Uni et il devrait être approuvé dans plusieurs autres pays d'ici quelques semaines. Malgré les progrès, cependant, Sahin a déclaré mardi lors d'une conférence de presse qu'il pensait que le virus pourrait survivre plusieurs années à venir. Donc là, c'est le gars qui fait le vaccin. Il nous dit, en gros, notre vaccin, il ne sert pas à grand-chose. C'est pas mal, ça. Interrogé sur le moment où il croyait que le monde pourrait revenir à la normale, Sahin a répondu, écoutez bien ça, je vais reprendre, là, parce que là, c'est important. Ouvrez vos oreilles. Là. Interrogé sur le moment où il croyait que le monde pourrait revenir à la normale, Sahin a répondu, nous avons besoin d'une nouvelle définition du terme normal. Nous avons besoin d'une nouvelle définition du terme normal. Le virus restera avec nous pendant les 10 prochaines années, a-t-il ajouté. Nous devons nous habituer au fait qu'il y aura plus d'épidémies. Sahin a poursuivi qu'une nouvelle normalité ne signifierait pas que les pays doivent entrer en confinement et que ce scénario pourrait être possible d'ici la fin de l'été. Cet hiver, nous n'aurons aucun impact sur le nombre d'infections, a-t-il dit. Cet hiver, nous n'aurons aucun impact sur le nombre d'infections. Donc, la thérapie génique de Pfizer, ça n'affectera pas le nombre d'infections cet hiver. Mais nous devons avoir un impact pour que l'hiver prochain puisse devenir la nouvelle norme. Il ne nous dit pas l'hiver prochain, ça va être normal. Il nous dit l'hiver prochain, ça va être la nouvelle norme. Sahin a également appelé à la prudence sur le fait que 60 à 70 % de la population mondiale vaccinée suffirait à prévenir de nouvelles flambées. Si le virus devient plus efficace, nous pourrions avoir besoin d'une plus grande utilisation du vaccin pour que la vie revienne à la normale, entre guillemets. Mais c'est sûr, le gars, il veut vendre ses vaccins. Donc, il nous dit, oui, s'il y a seulement 60 à 70 % de la population mondiale qui est vaccinée, il pourrait y avoir d'autres éclosions, donc il faut que tout le monde soit vacciné. En gros, c'est ça, quoi. Je veux dire, le gars, c'est un capitaliste. Il veut vendre son vaccin. D'ailleurs, petite parenthèse, ça me fait toujours rire d'entendre la gauche ridiculiser, en gros, les gens qui sont un peu en mode critique face aux grandes compagnies pharmaceutiques, parce qu'ils sont censés être les premiers à critiquer le grand capital. Là, pour le coup, je veux dire, c'est l'intérêt de Pfizer que la crise dure le plus longtemps possible pour pouvoir vendre des vaccins afin que les États dépensent des milliards de dollars pour les acheter. Ça me semble être une évidence que les entreprises pharmaceutiques, présentement, ont tout intérêt à faire durer la crise vu l'hystérie qui s'est emparée de nos gouvernants. Donc, je vous le dis tout de suite, les amis, ça va être très long. Ça va être extrêmement long, ce qu'on vit présentement. Pourquoi? Parce que la population est hystérisée par des médias de masse et des gouvernants. Les gens sont prêts à accepter n'importe quoi. Enfin, dans une forte proportion, les gens sont prêts à accepter n'importe quoi. Et je vous le dis, il n'y aura pas de retour à la normale comme avant. En tout cas, pas dans les prochaines années. Il va falloir qu'il y ait une espèce d'effondrement du bolchevisme sanitaire pour qu'on voit un retour à la normale. Mais je vous dis, on s'en va vers quoi? On s'en va vers un passeport vaccinal. On s'en va vers un revenu minimum universel garanti. Et on s'en va vers du fichage, informatique de l'identité des gens. On s'en va vers ça. Et à l'échelle un peu de tout l'Occident.
Donc, il y a un changement de paradigme, je pense, avec ce qui se passe là, et on entre un peu dans le bolchevisme sanitaire. Il n'y a pas encore de camp de concentration, là. Hein, c'est pas le bolchevisme de Staline. Il y a encore moyen d'être un peu des dissidents sur Internet, genre un peu réfractaires, mais ça va durer de moins en moins longtemps. Vas-y, Philippe. Alexandre, il y a JSK qui fait quand même une bonne remarque dans le chat qui dit qu'il y a de la misère à saisir des fois le lien entre justement la question de la COVID, tout ce qui entoure la COVID-19 puis le nationalisme. Bien, c'est la souveraineté des États. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que les États sont vraiment souverains ou est-ce qu'ils répondent aux exigences de l'OMS? C'est-à-dire, qui décide? Est-ce que c'est Arruda, qui n'est pas un élu, hein, qui est un fonctionnaire, qui a sa petite épinglette de l'agenda 2030 de l'ONU? Est-ce qu'il applique les recommandations d'une organisation internationale qu'on n'a jamais élue? Ou est-ce que c'est vraiment Legault qui est aux commandes? La souveraineté, c'est le moyen de décider les choses. Est-ce que Trudeau est vraiment souverain? Est-ce que François Legault est vraiment souverain du Québec dans le contexte canadien? C'est une question à se poser. Et si on met en place une espèce d'État sanitaire mondial, c'est la question de la souveraineté des États qui revient en jeu. Parce que si jamais les populations n'ont finalement plus de contrôle sur leurs dirigeants élus, puisque leurs dirigeants élus, de toute manière, sont soumis à des lobbies, soit pharmaceutiques, soit des lobbies d'organisations mondialistes, bien alors, les nations ne sont plus souveraines. Donc, oui, ça a un lien avec le nationalisme, puisque fondamentalement, la nation doit être le centre de la vie étatique. Si les décisions gouvernementales ne sont pas choisies par la nation ou par ses représentants, et que c'est déterminé par, finalement, une élite qui, derrière les rideaux, est influencée par des lobbies, hein, l'OMS est financée par qui? Par des grandes entreprises pharmaceutiques et par des grands milliardaires qui, en gros, tirent les ficelles. Donc, si c'est l'OMS qui donne les directives aux États censés être souverains, on peut se poser la question, est-ce que les États sont vraiment souverains? Comment ça se fait que le Fonds monétaire international dit Great Reset, hein, le grand reset de l'économie, et finalement, quelques mois plus tard, Justin Trudeau nous annonce qu'il va appliquer ce programme-là. Trudeau, il ne nous a jamais parlé de grande réinitialisation qu'on a voté pour lui, là. Hein? En 2000, c'était quand? C'était en 2019? Ouais. Il a été élu d'ailleurs avec moins de votes qu'Andrew Scheer. Comment ça se fait qu'il applique le programme du Fonds monétaire international? Vous avez voté pour ça, vous? Non, personne n'a voté pour ça. Comment ça se fait que ces gens-là sont plus à l'écoute des élites mondialistes que de la population? Bon, parce que c'est la démocratie libérale, vous allez me dire. On le sait, on n'est pas imbéciles, quoi. Hein, les révolutions bourgeoises du 18e siècle, la Révolution française, c'est pas le peuple qui est devenu aux commandes, qui a pris les commandes. C'est la bourgeoisie. Et aujourd'hui, la bourgeoisie est représentée par qui? Bien, l'hyper-bourgeoisie, les lobbies. Hein, il y a 3 gros lobbies, en gros, là, qui dirigent les gouvernements. Il y a le lobby des armes, le lobby des pharmaceutiques, notamment. Et le troisième lobby, c'est en gros, hein, disons, le pétrole, en quelque sorte. Là, on peut dire ça comme ça. Et puis aussi l'agroalimentaire. Et derrière ça, ce sont les gens qui financent les campagnes électorales, ce sont les gens qui mettent en place des gouvernants. Et c'est la raison pour laquelle la démocratie libérale est un peu toujours une farce. Parce que vous changez de gouvernant et vous avez à peu près toujours les mêmes choses en place. Donc, vous savez, c'est ce qui fait que, finalement, la question de la COVID, la question du bolchevisme sanitaire a un lien avec la nation, parce que c'est la question de la souveraineté de la nation. Sommes-nous réellement souverains? Moi, je pense que non. Je vous le dis clairement. Je pense qu'actuellement, il y a en place une élite, c'est la démocratie libérale. Donc, vous savez, le souverain, c'est jamais vraiment celui qu'on voit, c'est les gens derrière. Qui a fondé la CAQ? Ce sont les milliardaires qui ont fondé la CAQ pour tuer le Parti québécois, pour que les mêmes réseaux d'affaires dirigent le Québec. Et je veux dire, Simon Jolin Barrette à la CAQ, là, qui veut faire des lois sur la loi 101, là, qui veut radicaliser la loi 101, il est très sympathique, Simon Jolin Barrette, mais il pèse bien peu face à Fitzgibbon, Dubé et Girard, qui viennent tous des milieux bancaires. Okay? Derrière la démocratie libérale, derrière le voile des élus, il y a des lobbies. Et il y a des lobbies qui font avancer leurs pions. Voilà. Je veux dire, les liens entre l'industrie pharmaceutique présentement et les gouvernants, à quel point... Pourquoi Trudeau, par exemple, finance telle compagnie plutôt qu'une autre? Il faudrait voir les retours d'ascenseurs. Comment ça se fait?
quel est le logiciel? Comment ça se fait que les experts qui recommandent des vaccins sont à la fois, finalement, sur la liste de paye de ces mêmes entreprises pharmaceutiques? Donc, écoutez, la démocratie, c'est la corruption et c'est rien de neuf, à quelque part. C'est juste que là, il y a une radicalisation. Hein, je le rappelle, la grande réinitialisation, le fait d'avoir des passeports sanitaires, la digitalisation de l'identité, le fait d'avoir, par exemple, qu'on s'en va vers une espèce de transhumanisme, par exemple. C'est rien de neuf. C'est pas nouveau, là. C'était pas apparu avec la COVID. C'était en plan. C'était dans l'esprit de beaucoup de gens, des élites notamment mondialistes. La COVID, c'est une opportunité pour accélérer la mise en place de cet agenda-là. Donc, c'est ce à quoi on assiste. Et c'est pour ça que c'est très brutal, parce que tout se fait très rapidement. Le vaccin, l'identité digitale, le passeport vaccinal et, évidemment, cette ambiance aussi de délation. Hein? Là, on a l'impression de basculer un peu dans un monde semi-totalitaire. On a peur que les voisins nous dénoncent parce qu'on reçoit chez nous à Noël. Ça va, là. Pour un truc dont, je le rappelle, le taux de létalité est 0,04 %. C'est pas la peste noire. Il faut se calmer quand même avec la COVID. Hein, on a eu un collègue ici à Namos TV, Sébastien Crèvecoeur. Il a eu la COVID. Il a été testé positif. Bon, mais c'était un gros rhume, quoi. Une grippe. Mais beaucoup moins pire qu'une grippe saisonnière, selon lui. Ben oui, même selon lui. Dans sa tranche d'âge à lui. Voilà. L'année dernière, l'année auparavant, il y avait eu la COVID, puis ça a été moins dur. Donc, si t'es pas en phase terminale, tout va moi, bien aller. Ben voilà. Et moi, je connais quelqu'un, je veux dire, à 90 ans, elle a survécu à la COVID. Il y en a qui en sont décédés. Il faut pas... C'est vrai. Mais je veux dire, ça va, quoi. Donc, on vit une espèce d'hystérie et c'est le lien avec la nation. Il faut se demander si les États, actuellement, sont encore véritablement souverains.